Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 14 juin. Le président américain Donald Trump annonce la signature imminente d'un accord avec l'Iran dans quelques heures après un retard incombé aux frappes de l'entité sioniste sur Beyrouth. Les diplomatiques qataris à Téhéran en vue de finaliser un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au moment où le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, remet en doute le respect des engagements américains. Les Libanais espèrent la fin de l'agression contre leur pays, scrutant avec grande attention les pourparlers de paix entre l'Iran et les États-Unis, synonyme pour eux d'un cessez-le-feu au Liban. Et en Algérie, le Premier ministre Sifir Elieb réaffirme l'engagement du gouvernement à améliorer le climat des affaires lors de la cérémonie d'installation du conseil d'administration de l'agence algérienne de promotion de l'investissement. Bonsoir à tous. Le président américain Donald Trump a affirmé ce dimanche sur le site Axios que la signature d'un accord avec l'Iran se tiendrait dans quelques heures après que le processus a été retardé, selon lui, par les frappes de l'entité sioniste sur la capitale libanaise, Beyrouth. La signature de cet accord ouvrirait la voie des négociations sur les détails techniques. Or, Téhéran n'a pas encore confirmé ces affirmations. Maria Chouillard. Un accord de paix historique ou un énième coup de bluff diplomatique? C'est la question qui brûle les lèvres au Moyen-Orient et même au-delà. Jeudi dernier, Donald Trump a surpris le monde en annonçant qu'un très bon accord avait été trouvé pour mettre fin à la guerre avec l'Iran. Derrière la formule présidentielle, un protocole d'accord négocié via le Qatar et le Pakistan se dessine. Au cœur du texte, la réouverture cruciale du détroit d'Ormuz et un encadrement strict du programme nucléaire de Téhéran, là où l'enthousiasme est nettement plus mesuré. Face aux pressions de Washington, la République islamique entend rappeler qu'elle ne négocie pas le couteau sous la gorge. Fort de plusieurs décennies de résilience face aux sanctions, l'Iran affiche une absence totale de crainte. Pas question d'expédier ses stocks d'uranium enrichi hors du pays. Pour Téhéran, cet accord doit être un traité d'égal à égal où sa souveraineté technologique et militaire reste non négociable. En Europe, les diplomates s'activent pour finaliser les documents et Washington estime les chances de succès à plus de 80%. Sur le terrain, les tensions militaires restent maximales. La ligne d'arrivée n'a jamais été aussi proche, mais elle n'est pas encore franchie. Derrière les portes closes, c'est un séisme géopolitique absolu qui est en train de secouer le Moyen-Orient. Je vous disais également en titre, des négociateurs qataris se sont rendus à Téhéran ce matin pour des pourparlers avec de hauts responsables iraniens dans le cadre des efforts de médiation entre l'Iran et les États-Unis visant à finaliser un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Dans cette conjoncture, le principal négociateur iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a affirmé ce dimanche que les attaques de l'entité sioniste contre la banlieue sud de Beyrouth signifieraient que les États-Unis n'avaient soit pas la volonté de respecter leurs engagements, soit pas la capacité de le faire. Téhéran avait à maintes fois indiqué que l'arrêt de la guerre en Iran et au Liban était indissociable. L'engagement des États-Unis à respecter ses obligations dans un éventuel accord de paix avec l'Iran, nombre d'Iraniens en doutent. Depuis le début, certains d'entre eux n'ont pas caché leur scepticisme tout en espérant ne pas faire de concessions à la partie américaine. Cet accord finira par se conclure, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans 2 jours. Le plus tôt sera le mieux. Bien sûr, il serait préférable qu'il se fasse sans leur accorder trop de concessions. Mais à mon avis, cet accord est indispensable. C'est totalement imprévisible. Trump se couche le soir, se réveille le matin, prend une décision et veut l'appliquer. Quoi qu'il en soit, cet accord aurait dû être conclu dès
le premier jour. L'Amérique veut obtenir une série de concessions de l'Iran. Elle finira par les obtenir par la force, par un accord ou par des assassinats. À mon avis, cet accord devrait être conclu tôt ou tard, mais le plus tôt sera le mieux. Je ne pense pas qu'un accord sera conclu, mais les négociations font aussi partie de la guerre et il est fort probable que la guerre se poursuive. La situation est similaire aux négociations précédentes et il est probable que d'autres événements se produisent. L'Amérique ne parviendra pas à un accord car, après tout, cela fait partie de ses manœuvres politiques et elle cherche à gagner du temps. Peut-être attend-elle de voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et une cyberattaque a provoqué hier des pannes de système dans 4 grandes banques iraniennes. Selon le comité de coordination des banques d'État iraniennes, les clients des banques concernées ont signalé des perturbations au niveau des services bancaires mobiles et en ligne, des guichets automatiques bancaires, des terminaux de points de vente et de certains services de cartes. Une enquête technique approfondie a confirmé que les pannes étaient dues à une cyberattaque limitée. L'entité sioniste poursuit son agression contre le Liban. Ce dimanche, au moins 3 personnes sont tombées en martyrs et 6 ont été blessées dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, la deuxième en une semaine. L'agence nationale d'information libanaise ANI a précisé que la frappe avait eu lieu à Roubeiri, dans le sud de la capitale libanaise. Les frappes aériennes intensives de l'entité sioniste et les ordres d'évacuation généralisés ont largement transformé Tyr, l'ancienne ville côtière du Liban, en un paysage déserté avec des dégâts matériels considérables et des déplacements massifs de population. La ville est désormais presque totalement privée de vie normale. Et pendant ce temps, les Libanais espèrent la fin de l'agression contre leur pays, scrutant avec grande attention les pourparlers de paix entre l'Iran et les États-Unis, synonyme pour eux d'un cessez-le-feu au Liban. Souhila Kilal. Derrière le calme apparent qui règne dans Beyrouth, la capitale, les Libanais retiennent leur souffle. Même si chacun semble profiter de son week-end, en cette paisible matinée de dimanche, à faire du jogging, à se détendre en face du front de mer ou à s'adonner à la pêche, tous sont préoccupés et espèrent enfin la signature d'un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis pour que les tensions dans la région s'apaisent. Nous espérons qu'un accord soit conclu, que la situation s'apaise et qu'un cessez-le-feu soit instauré. Même s'il ne dure que 60 jours, il permettrait à la population de reprendre son souffle. Nous prions pour qu'un accord soit trouvé entre les États-Unis et l'Iran et que le Liban soit inclus dans ce cessez-le-feu. Même si la signature d'un éventuel accord de paix se fera entre les deux parties iraniennes et américaines, les Libanais savent que cette signature ouvrira la voie à un cessez-le-feu plus large dans la région, notamment au Liban, puisqu'une des conditions fixées par Téhéran pour la réussite de l'accord avec Washington est l'inclusion du Liban, en d'autres termes, le retrait de l'occupation sioniste des terres libanaises et l'arrêt définitif de l'agression sioniste sur le Liban. L'accord ne sera conclu que si le Liban y est inclus. C'est une condition essentielle. Quand l'Iran prend un engagement et le tient, nous sommes pleinement partie prenante de cet accord. L'espoir des Libanais de voir l'agression sioniste s'arrêter est grandissant, alors que Netanyahou affirme ne pas être partie prenante de l'accord entre les États-Unis et l'Iran. D'ailleurs, l'agression sioniste contre le Liban, notamment sur le sud du pays, se poursuit. Ces dernières 24 heures, pas moins de 70 sites libanais ont été ciblés par des attaques sionistes.
L'agression génocidaire contre la bande de Gaza se poursuit également. Au moins 4 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce dimanche dans un bombardement mené par les forces de l'entité sioniste contre le camp de Jabalia au nord de l'enclave palestinienne. Depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 72 996 martyrs et 173 246 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Alors que les frappes de l'entité sioniste se poursuivent sur la bande de Gaza, la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne est toujours aussi désastreuse. En ce début d'été, l'eau se raréfie, accentuant les souffrances des Gazaouis. L'eau manque terriblement, les Gazaouis en souffrent en ce début d'été. C'est le sujet d'Amel Amzian-Zitouni. Telle une mère nourricière, ce camion-citerne redonne un souffle de vie à ces Gazaouis, grands et petits. Ne dit-on pas qu'une goutte d'eau c'est la vie? Dans leur jerrycan, ils transportent cette eau si précieuse dont le génocide sioniste les a privés depuis si longtemps. Il n'y a pas d'eau courante à la maison, je ne sais pas quoi faire. Nous ne pouvons ni cuisiner ni manger. Notre vie est devenue très difficile. Nous souffrons terriblement. Avant, nous n'avions jamais à courir partout pour trouver de l'eau. Mais maintenant, nous restons dans la rue à attendre l'arrivée des camions-citernes pour nous précipiter vers eux. Ce n'est pas une vie. La vague de chaleur de ce début d'été vient aggraver la souffrance des familles gazaouis. Celles-ci n'arrivent pas à collecter le minimum vital d'eau et la crise ne se limite pas qu'à la quantité, mais concerne également la qualité de l'eau et la fréquence des livraisons. L'eau est actuellement disponible dans la zone côtière grâce à un camion qui arrive tous les 2 ou 3 jours, que ce soit par le biais d'initiatives privées, de dons ou d'organisations. Mais cela ne suffit pas à répondre aux besoins des personnes déplacées. La crise de l'eau ne cesse de s'aggraver dans l'enclave en raison d'importants dégâts causés par les bombardements sionistes aux infrastructures hydrauliques, auxquels s'ajoute le blocage des travaux d'entretien et de réhabilitation, aggravant ainsi les conditions de vie déjà désastreuses dans les camps de déplacés. Dans l'actualité aussi, à la veille de la tenue du sommet du G7 à Évian en France, des milliers de personnes ont manifesté ce dimanche à Genève à l'appel de la coalition non au G7 sous étroite surveillance des forces de l'ordre. La coalition qui regroupe environ 200 associations, organisations et syndicats a appelé à une riposte internationale aux politiques promues par le G7 et a dénoncé ce qu'il qualifie de fascisme et d'impérialisme. Plusieurs échauffourées, les vitrines brisées et une voiture incendiée témoignent de la violence de la confrontation. Et dans le conflit russo-ukrainien, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a annoncé que son atelier de transport avait été endommagé lors d'une nouvelle attaque des forces armées ukrainiennes. À la suite des frappes, 3 véhicules ont été endommagés, dont 2 ont été entièrement détruits par les flammes. Je vous le disais en titre, le Premier ministre algérien Séfir Reyeb a réaffirmé ce dimanche à Alger l'engagement du gouvernement à poursuivre la réunion de toutes les conditions nécessaires pour garantir un service public qualitatif et efficace au profit des porteurs de projets d'investissement et à les accompagner dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires dans le pays. C'était lors de la cérémonie d'installation du conseil d'administration de l'agence algérienne de promotion de l'investissement, l'AAPI. تنصيب مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية
L'installation du conseil d'administration de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des réformes décidées par le président de la République en matière de promotion de l'investissement et d'amélioration du climat des affaires afin de renforcer l'attractivité de l'économie nationale et sa capacité à attirer des investissements créateurs de richesses d'emploi. Cette démarche concrète constitue également un mécanisme institutionnel visant à renforcer l'efficacité et l'efficience dans la gestion de l'API dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles dispositions réglementaires, notamment le décret exécutif numéro 26-153 du 14 avril 2026 portant réorganisation de l'API en renforcement de ses prérogatives ainsi que de ses mécanismes de fonctionnement. L'installation de ce conseil coïncide avec le lancement de l'opération d'installation des représentants des administrations et organismes publics au niveau des guichets uniques de l'investissement munis de délégations de signature et de l'ensemble des prérogatives qui leur sont légalement conférées, ce qui permettra de prendre les décisions et de traiter directement les dossiers d'investissement au niveau du guichet unique, constituant ainsi une avancée majeure vers la simplification des procédures et la réduction des délais de réalisation des projets d'investissement. نحو تبسيط الإجراءات وتقليص آجال إنجاز المشاريع الاستثمارية. Le continent africain fait face à une recrudescence simultanée de plusieurs épidémies majeures, alors que la République démocratique du Congo déploie ses équipes d'urgence pour freiner une nouvelle flambée du virus Ebola. Le Nigeria, de son côté, essaie de stopper une forte hausse des cas de choléra. Deux pays confrontés à deux maladies, mais un même combat sur le terrain. Maria Chouya. Du cœur des forêts d'Afrique centrale aux zones urbaines du golfe de Guinée, le continent africain livre une bataille incessante contre les maladies infectieuses. Une prolifération favorisée par la précarité des infrastructures et surtout combattue au quotidien par des équipes de terrain ultra réactives. Gants, masques et méfiance, voilà le quotidien des équipes sanitaires en République démocratique du Congo. Face au virus Ebola, le protocole est désormais millimétré. Pour éviter la propagation, chaque signalement déclenche une intervention d'urgence, coordonnée directement par les autorités sanitaires locales. Bon, normalement, la haute vient de la zone de santé. Que ce soit quelqu'un mort à l'hôpital ou dans la communauté, c'est la zone de santé qui nous alerte au niveau de notre numéro vert. Et on nous déplace sur le terrain. La plupart comprennent que nous, ce qu'on fait, c'est tellement très important parce que ça permet de couper les chaînes de contamination. Et la famille aussi ne peut pas manipuler le corps, car c'est en manipulant le corps qu'on est souvent contaminé. Alors c'est pour cela que nous, les équipes de DDS, déjà sur le terrain, on sécurise le corps et nous-mêmes on procède par l'enterrement. Ici, le moindre contact peut être fatal. Toucher le corps d'un défunt, c'est s'exposer directement au virus. Les volontaires doivent donc sécuriser les dépouilles au plus vite. Une obligation sanitaire globalement comprise, même si elle se heurte parfois à de lourdes croyances. Pendant l'épidémie, nos activités subissent toujours des résistances sur le terrain. Ça, c'est ce qui arrive souvent parce qu'il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Alors surtout, il y a des gens qui ne comprennent pas qui créent des résistances sur le terrain en disant des choses que c'est une chose de profit de l'argent, des choses pareilles. À des milliers de kilomètres de là, c'est un autre fléau qui frappe. Le Nigeria cette fois-ci. Transmis par l'eau souillée, le choléra s'invite au cœur des foyers, terrassant les enfants en quelques heures, même là où les règles d'hygiène de base sont pourtant respectées. Ma fille de 10 ans est atteinte du choléra. Elle s'est d'abord plainte de douleurs abdominales avant de commencer à vomir à plusieurs reprises, ce qui nous a incité à l'emmener à l'hôpital. Bien que je maintienne de bonnes pratiques d'hygiène à la maison, ma fille est infectée. Derrière les perfusions, c'est une véritable bataille logistique qui se joue pour éviter l'épuisement du personnel et garantir des soins de qualité. La gestion du temps et la répartition des lits devient une priorité absolue. We are still having new cases every day.
Nous sommes en mesure de planifier les rendez-vous des patients. Nous devons attribuer des patients à chaque infirmière, ce qui leur permet d'être plus flexibles et de mieux prendre en charge les patients, de leur prodiguer des soins appropriés et de leur offrir les soins dont ils ont besoin. Qu'il s'agisse de sécuriser des funérailles en RDC ou d'optimiser les soins d'urgence au Nigeria, la riposte africaine s'organise. Face à la menace épidémique, la première arme du continent africain reste l'être humain. Et toujours pour rester dans le même registre, les scientifiques ougandais accélèrent leurs efforts de recherche et de développement de vaccins pour endiguer la souche Bundi-Bugiu de l'épidémie d'Ebola en cours qui se propage à travers le pays et dans la République démocratique du Congo voisine. Selon l'OMS, le virus Bundi-Bugiu, pour lequel il n'existe actuellement aucun vaccin approuvé ni traitement spécifique, est l'une des 3 souches d'Ebola virus qui provoquent d'importantes épidémies d'Ebola. Allez, parlons culture à présent avec le 26e Festival européen de musique qui s'est ouvert hier à Alger avec une soirée inaugurale animée par le trio croate Kliklo et la chanteuse maltaise Kim Pep qui se sont produits devant un public nombreux. Organisé au Théâtre National Mahidine Bashtarzi, ce festival se poursuit jusqu'au 16 juin. Lafay Laili revient sur la soirée d'hier. Hier soir, le Théâtre national algérien Mahidine Bashtarzi a accueilli l'ouverture de la 26e édition du Festival européen de musique organisé par la délégation de l'Union européenne en Algérie en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts. L'événement réunit plusieurs artistes européens autour d'une programmation riche et variée. Donc la particularité cette année, tout d'abord, c'est en réalité la continuité, la tradition, puisque c'est la 26e édition et nous répondons à l'appel d'un public tout à fait fidèle sur 4 jours. Donc c'est un festival qui est plus concentré. Nous avons beaucoup de diversité cette année, 7 groupes et aussi une présence algérienne pour augmenter, mettre l'accent sur le dialogue entre l'Algérie, la musique algérienne et la musique européenne. Pour cette soirée d'ouverture, la Croatie et Malte ont donné le temps avec des performances mêlant disco-pop et sonorités modernes dans une ambiance festive. C'est un sentiment très spécial. Nous sommes loin de chez nous et c'est vraiment incroyable de voir à quel point vous êtes accueillants et chaleureux. Nous avons passé un moment vraiment magnifique ici. C'est toujours un sentiment particulier de partager sa musique, surtout quand les gens réagissent aussi bien que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est absolument incroyable, vraiment quelque chose de nouveau. C'est la première fois en Afrique, en Algérie. On a vraiment l'impression de parler une sorte de même langage, même si en réalité, nous ne parlons pas la même langue et le public a été formidable. Les spectateurs ont dansé, même si c'était une salle assise et malgré tout, c'était un excellent concert. C'est quelque chose d'énorme, vraiment énorme, parce qu'entre l'Algérie et Malte, nous avons beaucoup de points communs, surtout au niveau de la langue, même si cela ne fait qu'un jour. J'ai eu l'impression de rencontrer et de créer des liens avec énormément de personnes. Ici, sans effort, le public a été formidable, beaucoup de danse, beaucoup de téléphones levés pour filmer. On ne peut pas rêver mieux en tant qu'artiste. Le public algérois a répondu présent pour cette soirée, placée sous le signe du partage culturel et de la découverte musicale. Étant habitué du Festival européen de musique, déjà là sur le TN, le Théâtre national d'Alger, ça fait 3 ans qu'on est fidèle. C'est toujours un plaisir. On vient de voir le pays de Malte avec leur groupe. Qui était un peu du rock et un peu de nouvelle musique. Le festival
Festival européen de musique se poursuit au Théâtre national algérien Mahidine Bachtarzi jusqu'au 16 juin, offrant au public algérien d'autres soirées placées sous le signe de la diversité musicale et de la rencontre entre les cultures. Allez, sport football, la sélection algérienne fera ses premiers pas en Coupe du Monde dans la nuit du 16 au 17 juin face à son homologue d'Argentine. Les supporters des Verts, eux, n'ont pas attendu l'entame de la compétition pour les encourager en espérant les voir triompher. Mon message aux supporters algériens, je vous aime beaucoup, merci d'être ici à Kansas City. Nous vous soutenons, nous vous encourageons et nous vous souhaitons un excellent parcours en Coupe du Monde. Viva Algérie, let's go. Okay, yeah, je suis très heureux de l'organisation du tournoi ici. Parmi les meilleures équipes présentes, il y a l'équipe d'Algérie. C'est notre équipe préférée. Nous les aimons tous. J'écoute des chansons algériennes, je regarde leurs danses et je suis l'équipe nationale. L'équipe algérienne est mon équipe actuelle. Et 1, 2, 3, viva l'Algérie. Je suis très enthousiaste pour le match de mardi. Je les encourage et nous espérons que l'équipe algérienne gagnera le match pour que vous restiez ici avec nous plus longtemps. Kansas City est ravi de la présence de l'équipe algérienne et des supporters algériens ici. L'équipe algérienne est très forte et nous resterons derrière elle. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée.